Bonjour à vous tous. Je me présente, Sébastien Auclair. Je serai votre animateur pour cette rencontre table d'échange sur les pratiques dynamiques à l'enseignement des jeunes. Donc, vous aurez la chance d'entendre au cours de la prochaine heure et demie panélistes fort intéressants pour les avoir rencontrés virtuellement la semaine dernière. Les gens qui vont s'adresser à vous cet après-midi ont un bagage très impressionnant par rapport à l'utilisation des technologies du numérique dans l'enseignement. Donc, ça va être le fun de les entendre. Donc, le déroulement, ça va être des séries de questions que je vais leur adresser avec des sous-questions. Et je souhaite cette rencontre-là la plus conviviale et flexible qui soit. Donc, vous, dans le clavardage, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos sous-questions. Si vous voulez prendre la parole, je vais vous dire tout à l'heure comment le faire pour pouvoir lever la main. Parce que là, ça m'amène à vous expliquer un petit peu le bon fonctionnement avec l'utilisation de Zoom. Donc, je partage mon écran quelques secondes afin que vous puissiez voir un peu les outils principaux. Non, je ne suis pas sûr que j'ai partagé mon bon écran. Je recommence. Partage, je m'en viens ici. C'est celle-là que je veux partager. Est-ce que vous voyez, je n'ai pas mon carré vert autour. Quel écran vous voyez présentement? Oui, avec les icônes à gauche et tout ça. Là. Bienvenue. Donc, vous voyez la page du Fadio. Oui. Excellent. Donc, vous remarquez ici, c'est la barre de menu qui est à vous, que vous avez en bas de votre application Zoom. Donc, si vous voulez voir le clavardage et laisser des questions à l'intérieur du clavardage et lire les questions des intervenants, donc c'est en cliquant sur Converser que vous allez pouvoir y laisser vos commentaires et pouvoir consulter ceux des autres. Participants ici, bien, vous allez pouvoir voir les participants qui sont là présentement, connectés avec nous. Et important, caméra et micro. Donc, on demande à tout le monde, sauf les participants, les panélistes que vous voyez présentement. Les seules caméras actives présentement, c'est moi, l'animateur, et les panélistes. Les autres qui participent, on vous demande de fermer vos caméras et micros afin de ne pas porter l'attention sur vous. Mais si vous souhaitez prendre la parole, bien, lorsque vous cliquez sur participants, si vous l'essayez présentement, en cliquant sur participants, vous allez voir une petite main levée. Vous allez voir en bas, là, il y a des outils main levée. Donc, c'est possible de lever la main et demander à prendre la parole. À ce moment-là, ce sera Michel Gendron, le co-animateur, ou moi-même, là, qui pourront vous donner le droit de parole et vous pourrez vous adresser à tout le groupe afin de poser votre question. Donc, je pense avoir fait le tour pour ce qui est de la façon de fonctionner. Donc, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le loisir aux participants de se présenter eux-mêmes. Je pense qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi et ça va leur rendre beaucoup un accent. Donc, on l'écoute-tu, tout le monde? On a un micro ouvert. Je crois que c'est M. Quirillon. Je vais fermer votre micro. Donc, soyez peut-être vigilants là, si jamais là, de bien fermer vos micros lorsque vous vous connectez à la plateforme pour que vos interventions ne soient pas entendues, ou du moins s'ils doivent être entendus, qu'ils puissent l'être au bon moment. Donc, je vais y aller en ordre alphabétique. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux participants de se présenter très succinctement. Puis j'aimerais aussi, étant donné que le thème de la rencontre, c'est les pratiques dynamiques à la formation générale des jeunes, j'aimerais que, en conclusion à leur présentation, ils nous donnent un peu leur définition de ce qu'ils entendent, eux, par pratique dynamique. Puis pendant ce temps-là, les gens dans le clavardage, vous pouvez aussi compléter avec vos propres réflexions. On essaiera, là, durant ce premier tour de table-là, de se faire une définition commune de qu'est-ce qu'on entend par pratique dynamique en formation, je dirais pas à distance, mais dans l'utilisation des technologies en formation des jeunes. Donc, je vais commencer en ordre alphabétique avec Lise, si tu veux bien te présenter. Ton micro, Lise, n'oubliez pas d'activer vos micros. Excusez, vous m'entendez bien? Très bien. OK. Bonjour, moi c'est Lise Caillouette. Je suis enseignante en 3e et 4e année à l'école Saint-Donat de Maria dans la commission scolaire René Lévesque. Je suis également une enseignante ressource pour l'école en réseau une journée semaine. Puis, on peut dire que je suis une passionnée du numérique, mais la pédagogie avec le numérique. Puis, qu'est-ce qui me définit? J'ai une classe flexible. Mes élèves ont chacun un iPad qu'ils apportent à la maison. Je travaille avec Office 365 avec eux, avec Teams pour les devoirs, puis des communications et tout ça. Je pense que ça fait un peu le tour. Et pour moi, qu'est-ce que c'est une pratique dynamique?
Bien, depuis quelques années, quand j'ai lu la question, tout de suite, l'idée qui m'est venue, pour moi, une pratique vraiment dynamique, c'est un contexte où est-ce qu'on laisse de la place à l'élève, qu'on lui donne un rôle important, puis on lui fait confiance, où on voit un engagement des élèves par la place qu'on lui donne. C'est ça. Merci, Lise. Intéressant. Donc, la place du numérique dans ton enseignement, la confiance que tu fais aux jeunes, je pense que c'est si je voulais résumer là, ce que tu viens de dire, c'est le numérique, la confiance. Donc, la place laissée aux jeunes, à l'élève. Très bien, merci, Lise. Tu vas revenir bientôt pour d'autres questions. N'hésitez pas dans le clavardage à nous suggérer aussi vos réflexions par rapport à qu'est-ce que vous, selon vous, des pratiques dynamiques. C'est votre définition. Donc, si je continue en ordre alphabétique, j'irai avec Denise. Si tu veux bien te présenter et nous donner ta propre définition de pratique dynamique. N'oublie pas d'activer ton micro, c'est fait. À la commission scolaire des Phares, Rimouski, en 5 et 6e année, donc au 3e cycle. Alors, la pratique dynamique, moi, je vous dirais, si on parle d'éthique, là, je dirais que c'est c'est transdisciplinaire, c'est de ne pas voir l'éthique comme une matière supplémentaire, mais bien plus intégrée à l'intérieur des matières et de les décloisonner. Sinon, ça devient un surplus. Donc, faut pas le voir comme ça, faut le voir comme une dynamique justement qu'on offre à la classe. Donc, on peut aller plus loin. Et ça devient comme une communauté d'apprentissage dans la classe parce que souvent, l'élève dépasse le maître. Alors, on apprend entre nous et on s'entraide. Il faut être ouvert justement que on décloisonne et c'est plus la classe dans des cours nécessairement magistraux, mais ça change la dynamique de la classe. La gestion de classe est différente. C'est ce que je pourrais dire. Je ne me suis pas présentée beaucoup? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, j'ai peut-être manqué le début par rapport à ce que, oui, à quel niveau tu enseignes, dans quelle école? 6e année. OK. Puis dans quelle école? École Saint-Yves à Rimouski-Est, donc c'est à la commission scolaire des Phares. Très bien. Ben, merci beaucoup, Denise. Donc, puis ce que je retiens, c'est compétences transversales. Donc, les technologies, c'est pas un silo à part, ça fait partie intégrante de l'enseignement. Il faut que ça soit intégré. Excellent. Ouais. Merci, Denise. Je vais maintenant céder la parole à Audrey. Bonjour. Audrey Lisotte, moi j'enseigne à l'école Sacré-Cœur de la Pocatière en 6e année. Pratique dynamique, là, plus on passe loin dans les questions, finalement, plus on va finir par se répéter. Hein? C'est un petit peu comme Mme Lise le disait, là, c'est l'intégration, c'est de mettre l'élève en action puis que ça vienne de lui. Puis un petit peu comme Mme Denise avait dit, c'est l'intégration d'un tout. Là. Fait que c'est ce qui vient de l'élève, mais comme elle disait, on n'enseigne pas l'éthique, mais je vais faire du français en intégrant l'éthique. Je vais faire de la programmation en mathématiques. On va faire de la robotique en sciences. Fait que c'est un petit peu de tout mettre en lien autour d'éthique pour que l'élève soit plus mis en action. C'est un petit peu ça. J'active mon micro. Je vais essayer de ne pas oublier. Je vous fais la leçon. Il va falloir que je me la fasse à moi aussi. Donc, ce que je retiens, c'est placer l'élève au cœur, le mettre en action, aussi l'élément de confiance, puis le côté compétences transversales qui revient encore une fois par rapport aux pratiques dynamiques avec les technologies. Bien, merci beaucoup, Audrey. Je vais maintenant céder la parole à notre dernier intervenant, Jean-Baptiste. Oui, bonjour, j'espère que ça fonctionne bien. On commencera par la fin la prochaine fois, j'aurai plus de choses à dire. Donc, Jean-Baptiste Audoux, moi j'ai enseigné pendant 5-6 ans là, au premier cycle, surtout en première année, dans la région de Québec. J'ai eu la chance de travailler même 2 ans là, à l'ouverture d'une nouvelle école à vocation technopédagogique. Fait que c'est vraiment dans le thème. Donc, mon expertise au niveau d'éthique, et surtout avec les petits, se tient à ce niveau. Puis cette année, je viens de déménager là, au Témiscouata. Donc, je recommence la saga de la précarité et cette année, j'ai eu un contrat comme orthopédagogue enseignant. Donc, je me promène dans les classes, je travaille avec différents titulaires. Donc, intégrer l'éthique, la robotique dans ce contexte-là était différent. Ça a été un beau défi. Puis, j'espère pouvoir partager un petit peu à ce niveau-là. Puis, par rapport à la question, là, rajouter quelque chose n'est pas évident par rapport à tout ce qui a été dit, mais ça va peut-être être un peu paradoxal, mais pour moi, pratique innovante, c'est
pas tant innovant, dans le sens que je pense que faut enseigner à la génération à laquelle on s'adresse. Ça paraît innovant, mais c'est là que c'est un peu paradoxal. Je pense juste qu'on enseigne ce qui doit se faire, la façon que ça doit se faire aux élèves auxquels on s'adresse. Des fois, on enseigne beaucoup par tradition, mais à mon sens, on est quelques années en retard dans la façon de faire. Donc, oui, ça paraît innovant par rapport au lot de ce qui se fait normal, mais si on fait juste suivre la génération, les intérêts de la nouvelle génération, je pense que c'est en plein ce qu'il faut faire là, pour les captiver. Là. Merci Jean-Baptiste. Et ça m'intéresse, c'est tout ça intéressant ce que tu viens de dire, c'est que oui, effectivement, on appelle ça pratique innovante, mais la clientèle qui fréquente nos écoles maintenant, la société est probablement déjà en avance là-dessus. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, effectivement, oui. Dans le fond, l'école doit s'adapter à cette nouvelle clientèle-là qui, pour elle, c'est pas nécessairement des pratiques innovantes à ce point-là. Ben, en fait, si je peux juste rajouter, ça va peut-être faire un lien avec une autre intervention plus tard, mais en début de pratique, j'ai eu la chance d'assister à un congrès où il y a un chercheur qui a mentionné une statistique qui a complètement changé ma vision de l'enseignement. Il disait entre autres qu'il y a entre 60 et 80% des jobs de demain qui existent même pas encore aujourd'hui. Puis nous, notre travail, c'est de former les jeunes à ces jobs-là. Puis on enseigne comme là 50 ans. Donc, des fois, là, dans le modèle actuel, on est loin de les former pour un avenir qui n'existe même pas encore, puis qui repose en gros sur les nouvelles technologies. Là. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais une statistique qui me reste tout le temps en tête quand j'enseigne, de me dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment calqué sur la réalité des jeunes, puis sur la réalité de demain? C'est une ouverture qui pourrait nous amener sur bien des réflexions, des discussions. Ouais. Merci Jean-Baptiste, très intéressant. Donc, je passerai maintenant... Mon micro est fermé. Ouais, là, ça devrait être qu'il n'était pas... J'avais accroché, désolé. Okay, là, bon. cette fois-là, j'avais accroché le bouton. Désolé et merci. Donc, j'invite encore une fois les gens dans le clavardage à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Et je passerai déjà à la prochaine question. Ce que j'aimerais, encore une fois, à un tour de table, que vous nous parliez, et là, ça va nous aider encore à mieux vous connaître. Parlez-nous de votre plus beau projet, du projet dont vous êtes le plus fier. Puis là, on va faire l'inverse. On va commencer avec Jean-Baptiste. Bon. Je suis pas prêt, mais OK. Non, mais bon, un projet dont je suis fier. Encore une fois, je veux pas paraître paradoxal, mais j'ai pas je sais qu'il y a des panélistes là, qui ont des projets vraiment incroyables là, pour avoir fait une petite table préliminaire. Là. Une de fierté, c'est que j'ai réussi, surtout avec les petits, à intégrer l'éthique au quotidien, sans faire un gros projet qui ressort. Oui, on a fait des petits films d'animation, on a fait des capsules, des choses comme ça, mais je pense qu'il faut arriver à intégrer les nouvelles technologies au quotidien, sans en rajouter une couche, sans nécessairement faire toujours un projet particulier. Quand ça se fond, dans le fond, avec notre pédagogie au quotidien, je pense que c'est là ça va être rentable. C'est là qu'on va en tirer qu'on va réussir à tirer les jeunes vers le haut, dans le fond, parce qu'ils vont s'être habitués, ils vont avoir l'habitude de travailler avec les technologies. Des fois, en projet particulier, ils sont quand même, mon Dieu, OK, je travaille avec le iPad, c'est spécial, puis là, on perd, à mon sens, une certaine efficacité, là. Une activité que je faisais souvent, là, c'est un petit peu la mode en ce moment, les espèces de jeux d'évasion, où, pour ceux qui connaissent pas trop le principe, là, on peut pas malheureusement enfermer les élèves dans une classe puis leur demander de s'échapper. Donc, on leur donne une espèce de coffre où il y a des cadenas, des choses barrées, puis ils ont différentes missions, différentes épreuves pour réussir à trouver des combinaisons. Donc, il y a différents cadenas, des cadenas à flèches, des cadenas à chiffres, des choses comme ça. Là-dedans, c'est facile d'intégrer la technologie en scannant des codes QR, en allant voir sur des sites, en faisant des recherches, en visualisant des capsules, des choses comme ça. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les brises le code, là. Donc, ça, c'est une chose que j'ai réussi à implanter, du moins dans l'école où j'étais, qui a fait des petits dans la commission scolaire. Puis là, il y a même des groupes Facebook qui parlent un petit peu de ce genre de pédagogie-là. Mais c'est une pédagogie qui, à mon sens, est vraiment dynamique pour les élèves, puis permet de faire surtout une espèce
wrap-around, là, de gros résumés. Là. On peut faire ça en fin d'étape, puis on reprend toutes les compétences qui ont été travaillées. Donc, jumeler au quotidien ce genre de pratique-là avec les TIC, je pense que c'est un peu ce qui caractérise ma pédagogie. Merci. On a là un thème récurrent hein, au niveau de l'intégration, de la compétence transversale, de faire en sorte que ça se teinte, ça se moule dans le quotidien sans que ça devienne un fardeau additionnel. Là. Donc, intéressant, beau projet, Jean-Baptiste. Merci. Ouais, Sébastien? Oui. Il y a une question dans le clavardage. Combien d'élèves dans votre classe? C'est pour Jean-Baptiste. Oh, oui, je venais de répondre, mais en fait, ben là, c'est sûr que je parle quand j'étais là, à Québec, là, mais c'était des là, au Témiscouata, c'est une autre réalité. Là. On est sur le bord de fermer des écoles, mais là-bas, c'était vraiment en dépassement un petit peu. Là. Fait que c'était vraiment un groupe de première année, surtout. Puis c'était tout le temps dans le top. Des fois, on était en dépassement. Là. Fait qu'autour de 23, 24 élèves là, de première année. Là. Merci Jean-Baptiste. Puis on a un commentaire dans le clavardage de Maude qui nous dit que c'est cohérent en lien avec les pratiques innovantes, où est-ce que les technologies font partie du quotidien des enfants, mais parfois pas dans la classe traditionnelle. Bien là, il y a comme une rupture avec ce que la société leur offre. Là. Donc, bien intéressant. Puis, juste, si je peux rajouter, juste en le faisant au quotidien, on peut rentrer aussi le volet complètement nouveau qui est l'éthique numérique. Donc, en parler au quotidien en disant « Hey, c'est comme ça qu'on a fait ça, regarde, tes parents ont aimé un de tes commentaires que tu as fait. » Ben, tout ce poids-là numérique puis éthique qui est nouveau au quotidien, je trouve qu'il se travaille mieux. Puis, comme c'est complètement nouveau, ben c'est pas facile de le rentrer nécessairement à travers des cours d'éthique ou un cursus spécial. Fait qu'on le greffe au quotidien, c'est plus facile, là, à mon sens. Éduquer à la technologie en utilisant la technologie. C'est ça. Ouais, j'aurais dû dire ça comme ça, puis ça aurait pris une seconde. Excellent. Je me retire. Non, j'essaie juste de reformuler. Si tu l'avais dit comme ça, je l'aurais autrement. Donc, je céderai la parole maintenant à Madame Lisotte, Audrey Lisotte. Bien, un petit peu comme Jean-Baptiste, moi aussi, je ne suis pas dans les gros projets. Là. Je sais que les prochaines qui vont parler après moi, surtout Mme Lise qui nous a présenté tout ce qu'elle faisait, c'est vraiment super avec ses élèves. Mais je suis plus dans l'utilisation au jour le jour. Là. Je les intègre presque à toutes les journées. J'ai un chariot de iPad dans ma classe, mais moi, mes élèves, quand on fait de l'informatique ou quand on fait un projet particulier, je corresponds avec eux autres par courriel. Je leur dis le matin, prends ta tablette, va voir tes courriels, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas faire. Fait que je suis dans vraiment dans le pratique. Là. On utilise le courriel, on utilise le OneDrive qu'on a de la commission scolaire. Ils font de la collaboration avec des Word en ligne, ils font des projets de recherche. Bien, ils sont plusieurs à travailler sur le même document. Après ça, j'ai un projet de montage vidéo. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose à montrer à mes élèves parce que ça a pris 1 heure puis ils avaient monté des vidéos comme j'aurais pas été capable de faire à peu près. Je travaille la robotique en sciences et en mathématiques. Là, on peut faire au niveau de la mesure, au niveau des angles, au niveau des pesées, au niveau de la lumière avec les nouveaux kits de robotique, là, la lumière, les sons. On peut passer plein d'apprentissages en sciences. Je fais partie aussi d'un comité à la commission scolaire pour l'intégration de la programmation en mathématiques. J'ai commencé à faire de la programmation avec mes élèves. Dans le fond, ils doivent dire à l'ordinateur comment l'ordinateur doit faire pour compter. Fait qu'il faut que c'est pas juste d'être capable d'additionner des chiffres, il faut qu'il soit capable d'expliquer comment l'addition fonctionne pour expliquer à l'ordinateur comment le faire. Fait que sans être dans les gros projets, je suis un petit peu plus dans le pratique. Puis même si on dit que les élèves, oui, à la maison, ils ont plein de technologies, ils ont tous des iPads. Finalement, quand on le rentre dans nos classes, qu'on arrive avec des projets comme ça, ben on se rend compte que ils savent jouer à leurs petits jeux, mais comment utiliser le courriel? Ben au début de l'année, j'avais pas un de mes élèves qui le savait. Comment écrire sur Word puis installer une image? Tout ce qui était le côté pratique, ben malgré ce qu'ils disent et qu'ils pensent qu'ils sont bons en informatique, il y a beaucoup d'apprentissages qui savent pas. J'utilise les robotiques, les kits de EV3 avec mes élèves de 6e année là, pour répondre à la question que je viens de passer. Fait que c'est pas mal là que j'en suis là. Mais j'essaie d'intégrer mes projets toujours avec un petit côté un peu plus techno. Là.
Ben, c'est beaucoup, Audrey, et tu te juges sévèrement parce que tu as quand même beaucoup de projets très intéressants. Puis là, ça me fait réaliser que lorsqu'on parle de projet, on dirait qu'on associe le mot envergure à projet. Hein? Non, mais non, je suis quand même contente de ce que je fais. J'aime ça, c'est le fun. Mais je suis dans le petit côté pratique un petit peu. Là, mais je me juge pas si sévèrement que ça parce que je me compare à d'autres, c'est bien aussi. Ben, définitivement. Non, c'est plein de nombreux projets. Et il y avait une question dans le clavardage de Martin qui demandait quel type de matériel de robotique tu utilises. Oui, bien, c'est ça que j'ai répondu en même temps. Je l'avais vu passer, là, c'est l'équipe de robotique EV3. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, je n'étais pas sûr que ça répondait à ça. Excusez. Donc, excellent. Ben, merci à toi, Audrey. Donc, on serait à Denise. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout est beau. Tout est beau? Bon, OK. J'aime bien la réflexion de Jean-Baptiste, effectivement, innovante, pratique innovante. On n'a pas le choix. Là. Il y a une compétence dans la compétence professionnelle chez les enseignants, les 12 compétences, la compétence 8 qui nous demande d'intégrer l'éthique dans notre pratique. On n'a pas le choix. On est dépassé sinon. Alors, autant y prendre plaisir puis d'y aller. Au même titre, aussi par rapport à Audrey qui dit les gros projets, ben pas tant. Moi, j'ai intégré ça au quotidien aussi comme Jean-Baptiste. Ben c'est hyper important parce que il s'est pas, encore une fois, je parle de matière, mais ça n'est pas rajouté, puis c'est pas rajouté du temps de classe. Donc, il faut qu'on réussisse à faire ce qu'on a à faire, mais justement en se revampant un peu. Alors, je vous dirais que moi, je suis assez fière, je vous dirais, d'avoir adhéré à École en réseau. Ça m'a réseauté. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Parce que au départ, j'ai été 4 ans conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Phares où j'ai bâti en collaboration avec des enseignants, des bibliothécaires, des trousses littéraires. Alors, on travaille avec la littérature jeunesse. J'enseigne énormément avec la littérature jeunesse. À la base, j'ai un bac en enseignement des études françaises. Alors, c'est sûr que moi, de papier, là, c'est hyper important. Lire un bon roman puis le feuilleter, ça aura toujours sa place. J'ai pas adhéré encore à la lecture à l'écran d'un roman. Alors, petite parenthèse, là. Mais ce que École en réseau m'a apporté, c'est que je suis partie de trousses littéraires en équipe et on les amène plus loin. Alors, on peut décloisonner, on sort de la classe. Je vais vous donner un exemple. On a bâti une trousse l'année passée, quand je dis on, c'est mon équipe, une trousse littéraire à partir d'un roman, Objectif Impact, qui traite du soccer. On a fait une visioconférence, 4 classes branchées en même temps avec l'auteur du roman. On a réussi à avoir une visioconférence avec un joueur de l'Impact. Les élèves ont posé des questions. Il y a eu une pratique par rapport à ça. Alors, c'est intéressant d'avoir cette ouverture-là à peu de frais. Puis, on reste à Rimouski dans ta petite classe, puis tu es branché avec des gens. Puis, c'est intéressant. Là, j'en bâti un autre. On est encore à l'élaboration d'une trousse sur un autre roman, mais c'est l'illustrateur qu'on veut rencontrer parce qu'on met la loupe sur l'illustrateur. On veut voir le travail qu'il fait. Puis, donc, on va plus loin. Ça sort du matériel didactique, ça va beaucoup plus loin, puis les élèves sont beaucoup plus intéressés, la motivation est là. Je vous dirais, il y aurait ça aussi. Comme projet, c'est sûr que on a eu, je ne sais pas si dans votre commission scolaire vous aviez cette opportunité-là, mais il y a eu des projets quand il fallait bâtir des projets pour gagner, pour recevoir des iPads pour la classe. J'étais chanceuse, j'ai bâti un projet sur l'actualité, puis pour travailler l'actualité, apprendre à faire des résumés, s'approprier une nouvelle, devenir un citoyen numérique, être capable de juger qu'est-ce qui est un bon article, comparer différents points de vue. J'ai réussi, j'ai eu 24 tablettes dans ma classe. Alors, nous sommes tous munis de ça. C'est intéressant parce qu'on travaille l'actualité en classe, c'est à proximité, c'est là. Donc, les élèves ont appris à faire des résumés, on travaille et moi, j'intègre le français bien évidemment là-dedans. J'essaie de nommer des projets qui me viennent. Les communications orales, c'est génial. Maintenant, une communication orale, écoute, on a un support, on peut faire avec des book writers, on a Air Server où on sert du tableau interactif pour diffuser. Les élèves ils deviennent meilleurs. Encore une fois, citoyen numérique, je vais, ce site-là, est-ce que c'est un bon site? Comment je fais pour voir si c'en est un? C'est quoi dans le fond, les caractéristiques que je dois aller vérifier? Donc, c'est des trucs que, au début de mon enseignement que je n'utilisais pas. Je n'ai pas eu le choix d'intégrer ça dans ma pratique, je vous dirais. Et je suis sûre que je fais de la robotique aussi avec Scratch Junior. On en parlera peut-être plus tard, mais la collaboration avec d'autres professionnels, c'est primordial aussi dans ma pratique, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors, bref, c'est à peu près ça. Puis j'ai des projets que je partage aussi comme Audrey, que j'ai vu que tu faisais. Puis, NetMath, dans le fond, le contenu numérique,
qu'on peut aller chercher, dont le récit national, l'univers social, aller voir les petites capsules vidéo, c'est génial. Puis même juste le tableau interactif, je regarde, hier, on travaillait un album, Le Voyage d'Oregon, et il y a une parenthèse qui se fait dans cet album-là avec Van Gogh puis Rimbaud, Arthur Rimbaud. Ben, j'ai montré des œuvres de Van Gogh hier, puis justement dans la presse, il y avait un article où on voyait des images jusqu'à une exposition à Paris. Bon, on était rendu à Paris ce matin, on est revenu là-dessus. Donc, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous avez des questions. Oui, Denise, dans le clavardage, avec quelle école, classe êtes-vous en réseau? La personne devrait savoir vraiment. Oui, on s'est réseauté des classes de Rimouski. C'est drôle à dire, là, mais bon, on a 4 classes de Rimouski. On n'a pas encore on n'est pas sorti de la ville, là. Ça sera un projet. Mais on travaille ensemble, puis après ça, c'est les 4 profs qui travaillent à l'élaboration de la trousse. Ensuite, on s'en va dans nos classes, puis la visio a lieu chacune dans nos écoles. Excellent. Puis une autre question aussi par rapport au ratio iPad-élève dans ta classe, Denise. 1 par élève. C'est 1 par élève. Est-ce que vous les utilisez à chaque jour? Régulièrement. Je dirais pas à chaque jour, mais c'est, oui, pour différents motifs, oui. Ça devient un prétexte à beaucoup de choses, là. Oui, c'est une encyclopédie, c'est comme, mais il faut encore une fois y aller, mais c'est pas, on va pas jouer sur la tablette, puis c'est au même titre. Au début, à la blague, je comptais à ma collègue ici, Julie, première journée de classe, mes élèves me demandent, ils savent que j'ai des iPads, là. Fait que mes nouveaux vont me demander, hey, quand est-ce qu'on va jouer sur la tablette? C'est ça, non, c'est pas, est-ce que tu me demandes quand est-ce qu'on va utiliser le papier? C'est la tablette, c'est l'outil qui me permet d'aller plus loin. Il y a là, à mon sens, un beau prétexte pour faire de l'éducation, parce que la tablette à la maison, c'est, oui, un outil de jeu, mais c'est aussi un outil tellement plus puissant. Donc, il y a un beau prétexte là à faire de l'éducation énorme, je pense, pour l'utilisation de ces outils-là. C'est intéressant, bravo. Puis je retiens aussi l'école en réseau que tu as mentionné, qui semble être un beau tremplin aussi pour faire plein de projets. Exactement. Une belle locomotive pour ça. Puis le décloisonnement, que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as apporté, là, ça permet d'ouvrir les portes de l'Atlas, même si c'est pas loin. Mais après ça, ben, il manque pas grand-chose pour que ça soit très loin. Là. Je veux dire, quelque part, il y a quand même une ouverture sur le monde avec l'intégration des technologies. Ben, merci, Denis. C'est vraiment intéressant. Merci. Donc, on va terminer cette question de projet avec Lise. Bien, bonjour. Bien, moi, est-ce que vous m'entendez? Très bien, okay. Lise. Bon, moi aussi, évidemment, j'utilise les technologies au quotidien. Puis, j'aime ce que Denise disait aussi parce que moi, j'ai aucun jeu sur mes iPads. Ça sert vraiment pas à ça. J'ai même pas d'application, rien du tout. Ça sert vraiment pas du tout à ça. Puis, pour revenir au projet, bien, moi, je fais partie de l'école en réseau. Puis, là, je voulais pas faire peur quand j'ai présenté mon projet coup de cœur que j'ai fait, parce que, bon, quand je l'ai fait, je pensais pas qu'il allait prendre cette envergure-là non plus, mais quand on fait partie de l'école en réseau, un peu comme Denise, on peut vivre des projets à petite échelle avec d'autres classes. On peut en suivre aussi qu'on n'a pas nécessairement conçu. On peut juste les vivre sans vraiment les planifier, ou à un moment donné, on peut en planifier si on veut, puis si on a le goût. Puis, moi, l'année passée, j'ai créé un projet qui s'appelle les fossiles mémoire de la Terre, en collaboration avec le Parc national de Miguasha. Puis, je l'ai présenté à la session de transfert de l'école en réseau, puis il y a plusieurs classes qui se sont inscrites. Puis, il y a 22 classes du Québec qui ont suivi ce projet-là. J'y vais brièvement pour décrire mon projet qui s'est vécu en réseau. Il y a eu 3 capsules qui ont été présentées par le musée, le Parc national de Miguasha. L'animateur est venu dans ma classe. Puis, c'était des capsules en visioconférence. Puis, au travers de ça, parce que quand on travaille dans l'école en réseau, on a une plateforme, le Knowledge Forum. C'est une plateforme de discussion, d'écriture, où est-ce que c'est comme une co-élaboration de connaissances, où est-ce que les élèves peuvent interagir, s'écrire, puis discuter, argumenter. Fait qu'il y avait du travail qui était fait avec les élèves en collaboration là, entre les capsules du musée. Évidemment, on parlait des fossiles, de l'histoire de la Terre, du passage de la vie terrestre à la vie aquatique.
Oui, mes élèves étaient jeunes en troisième et quatrième année, mais quand je dis qu'il faut leur faire confiance, c'était étonnant de comment ils pouvaient comprendre tout le contenu. Puis, mêlé à ça, bien, il y a eu de la robotique. Moi, j'ai des Ouidou 2 dans ma classe. Ça fait qu'on a fait un concours de robotique. On a fait un trajet, un grand parcours qu'on a envoyé aux classes, qu'ils ont imprimé. Il y a eu des équipes gagnantes qu'on a... comme un concours de robotique, mais un peu en ligne, là, c'était en virtuel, là. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu une création d'une créature un peu qui aurait pu vivre à l'époque, là. Bon, à cette époque-là, on a pris des photos, on a fait un livre numérique, un texte en français, on a fait une situation problème de maths où est-ce qu'il devait venir mettre cette créature-là dans un contexte avec des consignes précises, l'air, le périmètre, puis tout ça, puis on s'est partagé ça toutes les classes. Puis, on a abordé aussi le volet impression 3D. Moi, quand je fais des projets aussi, je me gêne pas pour aller me chercher des alliés. Cette fois-ci, je suis allée au cégep au campus de Carleton-sur-Mer parce que dans mon école, on n'avait pas d'imprimante 3D. Fait que je suis partie un avant-midi au cégep de Carleton-sur-Mer, puis ça a fait beaucoup d'ouverture aussi. Il y en a qui m'ont dit, ben moi, plus tard, peut-être que j'aimerais ça aller étudier là. Ils ont vu c'était quoi le cégep, c'était concret pour voir. Fait que c'est comme ça que je mêle là, les outils du numérique. Tout ça, ça se passe en réseau. Puis mon projet, bien, quand j'ai commencé ça, il y a beaucoup de classes qui le suivaient, mais à la fin, il y a quand même 3 classes de Gatineau qui sont venues passer une semaine en Gaspésie, puis on a fait une journée au parc de Miguacha avec une classe de Rimouski, 3 de la Gaspésie, puis 3 de Gatineau. Tout ça avec une idée de projet comme ça, parce que moi, j'aime bien faire découvrir comme les ressources de mon milieu, là, quand c'est possible. Puis les gens comme de Montréal, ils étaient contents parce que, bon, ils connaissent, tu sais, ils n'ont pas la chance de venir au musée. Tout ça, c'est... En tout cas, ça pourrait être long là, à discuter tout ce que ça apporte l'école en réseau, mais en gros, moi, c'est ça mon projet coup de cœur. Mais j'en ai des tout petits simples aussi, mais dernièrement, c'était comme lui mon projet coup de cœur. Merci, Elise. Puis ce que je retiens, bien, partenariat, un prétexte au partenariat par collaboration. L'exemple avec le collège le collège de Carleton. Donc, il y a quand même là, parfois, des beaux prétextes. Décloisonnement encore, le projet avec Gatineau, une ouverture sur le monde, le décloisonnement, c'est quand même pas rien, c'est pas banal. La robotique qui revient, hein, c'est quand même assez nouveau, mais c'est déjà très présent. Ça semble déjà être pas mal présent dans les écoles primaires, surtout primaires, peut-être moins secondaires, je ne sais pas. C'est mon feeling là, qui est peut-être pas juste, là, mais c'est déjà présent beaucoup. Vous l'avez abordé pas mal tout le monde. Puis l'école en réseau aussi. En tout cas, vous êtes tous des passionnés, on le voit, on le sent, puis inspirant. Fait que vraiment, bravo pour ces beaux projets-là. Ça m'amène à la prochaine question. Vous étiez peut-être pas obligé de vivre ce changement-là. Il y a eu quelque chose qui a déclenché à un moment donné, qui a dit, ben moi, le numérique, ça va faire partie de mon enseignement. C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné le coup de pied nécessaire pour dire, j'embarque dedans, puis je me lance? J'irais peut-être avec Denise. Qu'est-ce que tu pourrais nous amener comme élément de réponse par rapport à l'élément déclencheur qui te fait te jeter à l'eau dans le domaine du numérique? Bien, je trouve ça comique comme question parce que je disais justement à Julie, j'ai dit, je suis fière, moi, d'utiliser les TIC dans ma classe parce que c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, le papier, moi, là, j'étais un prof de littérature, là, bon, mais ce que je vous dirais, ce qui m'a fait y aller, dans le fond, c'est de susciter l'intérêt chez mes élèves, c'est de garder leur motivation. C'est que mes élèves entrent dans la classe puis se sentent animés, qu'ils ne disent pas c'est un prof qui est pas intéressant, tu sais, qu'on ait le goût de venir puis que les projets. Donc, oui, je travaille la littérature, puis même mes garçons, ils aiment ça, mais j'arrive avec un roman qui va parler du soccer, puis qui va, tu sais, qu'on va aller parler à un joueur de l'Impact, puis c'est ça, je vais aller chercher des trucs là-dessus. Puis, comme Jean-Baptiste disait, les métiers qui s'en viennent, qu'on connaît même pas. Moi, je veux pas que mes élèves soient dépassés. Je veux que mes élèves soient dans le coup. Je veux que mes élèves de 6e année, lorsqu'ils arrivent au secondaire, bien, ils savent ouvrir un courriel, puis ils sont capables de monter une présentation avec un support intéressant, qui c'est pas avec un PowerPoint avec plein de textes, puis rien d'intéressant, avec des hyperliens. Je veux les animer, je vous dirais, c'est à peu près ça, là. Je veux être dans le coup. C'est difficile à dire autre chose que ça. Non, mais c'est clair, c'est de suivre le rythme,
de s'assurer que nos élèves vont continuer à être intéressés, motivés et être captivés. Ça demande de l'empathie, c'est de l'ouverture sur l'élève, c'est de se centrer sur les besoins de l'élève, dire on est rendu là, je dois maintenant faire le virage, moi également, pour les amener Voilà. le numérique dans ma classe. Ben, merci, Denise. Jean-Baptiste, à ton tour. C'est sûr que pour moi, l'éthique, ça n'a pas été dur à intégrer dans le sens que j'ai toujours un petit peu baigné dedans. Donc, j'ai vraiment une grande admiration professionnelle pour les gens pour qui ça arrive dans la pratique de façon nouvelle. C'est un changement qui doit être énorme dans leur façon de faire. Mais j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours eu cet intérêt. Moi, au cégep, j'ai étudié en cinéma, donc tout ce qui est montage, vidéo, création, tout ça, ça a toujours été au cœur de mes intérêts. Mais une chose que je tripais pas nécessairement sur l'école quand j'étais jeune. Là, j'ai abouti là-dedans pour différentes raisons, mais je me suis jamais senti concerné par la façon dont moi j'ai subi l'école. Donc, je suis arrivé avec une vision un petit peu déjà de faire différent en arrivant. Et il y a une chose que j'ai lue à l'université puis qui m'habite constamment quand j'enseigne, c'est que je pense qu'un bon pédagogue doit déscolariser ce qu'enseigne. Souvent, on enseigne des choses que les enfants ont l'impression de faire seulement à l'école. Alors que c'est pas vrai. Il faut qu'ils apprennent à écrire pour eux. Il faut qu'ils apprennent à lire parce que c'est intéressant. Et avec l'éthique, avec la robotique, avec la programmation, c'est un petit peu, je trouve, ce qui est facile d'aller chercher chez les élèves. On arrive à les cibler directement leurs intérêts et pas à leur faire croire que ça ne sert pas à l'école parce que le but, c'est pas de faire semblant mais à leur montrer que vraiment ça sert à autre chose. Donc, c'est pas de faire semblant, de dire « Hey, j'arrive à cacher des notions en faisant de la robotique ». C'est pas le but, à mon sens. Le but, c'est de dire « Utilise ça, puis voici pourquoi c'est bon ». Donc, c'est un peu, je pense, ce que l'éthique permet et avec le sens inné un petit peu que j'ai toujours eu, puis l'intérêt que j'ai toujours eu. Donc, ça a toujours fait un petit peu partie de ma pratique. Et là, avec les mesures numériques, où là, on réussit à avoir des iPads, on réussit à avoir des robots dans les classes, ben là, c'est le fun de pouvoir propager ça un petit peu aux enseignants qui ont moins accès ou pour qui c'est moins intuitif. Ben, excellent. Merci, Jean-Baptiste. C'est vraiment intéressant. C'est dommage, oui, donner du sens. Une chance, je l'ai écrit. J'avais un flash que je voulais. Ce que je retiens de ce que tu fais, donner du sens. Donc, l'éthique est un prétexte pour donner du sens à ton enseignement. Donc, oui, bien, merci. Et je terminerai peut-être à cette question-là avec Louise. Toi, pas Louise, mais Lise. Toi, qu'est-ce qui a déclenché et renversé tout ça et qui a fait que tu baignes maintenant dans le numérique? Bien, moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été intéressée, mais quand j'ai lu la question, je me suis dit, ben moi, j'ai eu comme une remise en question face à mon métier d'enseignante, là, il y a peut-être 10-12 ans. Je trouvais mes journées pas mal plus difficiles, puis mes jeunes démotivés, puis que je répétais beaucoup. Puis là, c'est à ce moment-là que j'avais commencé un peu dans l'école en réseau. Puis quand j'ai commencé à intégrer un peu les nouvelles technologies, là, j'ai vu les yeux de mes élèves briller. Ça m'a comme fait du bien, fait que ça m'a comme stimulé, puis ça m'a donné de la motivation à moi aussi. Puis c'est vraiment ça l'élément déclencheur qui m'a fait plonger dans tout ça, là. Ça a donné comme un deuxième souffle à ma carrière d'enseignante parce que je suis pas dans mes premières années là, d'enseignement. Puis, il m'en reste moins à faire que ce que j'ai fait. Puis, mais moi, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai vu tout le potentiel puis le levier là, que ça pouvait avoir là, pour la motivation chez les élèves. Puis, je voyais aussi comment l'intégrer là, au quotidien, puis de faire des situations là, réelles d'apprentissage dans des contextes signifiants. Là, ça a été comme ça l'événement déclencheur. Donc, la motivation pour l'élève, puis motivation pour le prof aussi. Mm-hmm. Les deux, c'est bien. Les deux. Merci, Lise. Prochaine question. Je pense que vous êtes tous convaincus de l'apport que va avoir vos pratiques dynamiques, l'intégration du numérique. Mais j'aimerais que vous soyez peut-être un peu plus explicite en quoi ça favorise, selon vous, l'apprentissage chez vos élèves. Puis je commencerai avec Audrey.
Moi, je trouve que ça aide beaucoup les élèves parce qu'ils viennent un petit peu, ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'ils font. C'est pas juste le prof qui est en avant, qui leur explique, qui leur montre quelque chose. Quand on leur donne un outil comme ça dans les mains, ben, ils sont responsables de l'outil, ils sont responsables de ce qu'ils font avec, ils sont responsables de, ben là, je vais perdre mon temps, mais ils deviennent un petit peu plus responsables de ce qu'ils font. Ils ont un intérêt encore plus marqué. Moi, quand je donne un devoir puis qu'ils peuvent donc le faire sur l'ordinateur à la maison, mon Dieu que ça devient un devoir le fun au lieu de le faire sur papier. Fait que juste, ça serait le même devoir, mais ils ont comme un intérêt déjà pour ça. Je trouve aussi que ça amène un côté qui était plus difficile sur le papier au niveau de l'apprentissage en collaboration. Tu sais, tout à l'heure, je disais, je l'ai fait travailler une recherche en ligne, sur Word en ligne. Bien, ils travaillent sur le même document. Je vois la différence avec, on fait une recherche sur les ours. Toi, tu fais l'alimentation, toi, tu fais son habitat. Bien là, ils vont travailler vraiment beaucoup plus ensemble parce qu'ils voient à mesure chaque partie, qu'est-ce qui se bâtit, puis ils sont capables d'apporter quelque chose à l'autre au lieu de chacun le fait dans son coin sur son papier. Fait qu'au niveau de la collaboration entre les élèves, moi, je trouve que les TIC vont apporter un gros avantage dans leur apprentissage. Le sens des responsabilités. Ouais. Nos jeunes, dans le fond, lorsque ça a du... Ça se peut-tu que lorsque c'est signifiant et que ça a du sens, qu'il y ait une belle maturité puis qu'ils sont capables de prendre des belles responsabilités? Comme Jean-Baptiste disait tantôt, là, ça leur fait du sens. Là. Si on leur dit on va faire de la robotique parce qu'un jour, ça pourrait te servir à ça dans la vie. C'est sûr que ça n'intéressera pas 100% de nos élèves, mais les 2-3 qui ne sont pas intéressés à ça d'habitude, ça va aller les raccrocher à d'autres choses. Ils vont dire, ben oui, moi, j'embarque là-dedans, puis c'est ça que je vais faire plus tard. Puis là, on va faire une recherche sur un iPad, puis ça va en aller en chercher 2-3 autres qui vont avoir un autre intérêt. Puis on va faire de la programmation en maths, puis ça va aller chercher l'intérêt des autres. Fait que ça fait du sens à chacun des élèves d'une façon différente, au final. Là. Merci, Audrey. Merci. Bien intéressant. Jean-Baptiste, en quoi ça favorise l'apprentissage chez tes élèves? Un peu comme je disais tout à l'heure, je pense que ça les prépare au futur qui n'existe même pas encore. Puis l'enjeu, je pense, comme pédagogue, puis c'est facile de tomber dedans, puis souvent je tombe dans le panneau, c'est, je trouve, d'arriver à faire autrement, pas faire pareil, mais de façon virtuelle. Et c'est-à-dire, mettons, faire des tables de multiplication sur une feuille ou les faire sur l'iPad, pour moi, c'est un peu pareil. Après, c'est un enjeu de motivation. Mais arriver à faire autrement, servir d'éthique pour tirer les jeunes plus haut, je trouve que c'est vraiment l'enjeu, puis je trouve que c'est pas évident comme pédagogue de trouver la ligne entre je les intéresse parce que c'est virtuel ou je les intéresse parce que je fais différent, puis probablement que ce différent-là sert à ce qui s'émancipe, parce qu'ils apprennent de nouvelles choses. Donc, moi, je sais comme enseignant, c'était tout le temps la dualité que j'avais en disant si je fais ça, c'est-tu la même affaire que si je faisais une feuille? Est-ce que je fais juste virtualiser ma pratique ou je développe une nouvelle pratique? Puis je pense en étant conscient de ça, moi, je suis assez transparent, je suis assez critique de ma pratique, puis je l'expose de façon ouverte aux enfants. Fait que même s'ils sont jeunes, souvent on se questionne ensemble. Et ce que j'aime la façon que j'avais réussi à utiliser l'éthique avec les plus petits, avec les premières années surtout, ça permettait, je trouvais, d'accéder à la métacognition. C'est-à-dire que ce que je peux pas faire en classe, moi, c'est rencontrer chacun des élèves individuellement. Bon, j'aimerais ça, mais je peux pas. Souvent, je dois me concentrer sur certains élèves ou pour différentes raisons, on le sait, c'est impossible. Donc, ce que je faisais, moi, j'avais la chance d'avoir un iPad pour un élève. Donc, les élèves, je leur disais, mettons, va me faire, je sais pas, une addition. Bon, jusqu'à là, c'est simple, mais on avait travaillé une façon où ils faisaient en capsule, puis en même temps que faire leur addition, il devait m'expliquer comme s'il était le professeur avec le micro, avec un stylet, ce qu'il faisait. Fait que moi, le soir, je recevais les capsules, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme « Ah, Mathieu, il est super bon, il joue au professeur. » Puis là, souvent, c'était drôle parce qu'il disait « Bonjour, Monsieur Jean-Baptiste, je t'explique comment faire l'addition. » Puis moi, j'avais vraiment accès à leur métacognition, c'est-à-dire que là où ça bloquait, ben, je me rendais compte que, oh, OK, je vais intervenir le lendemain avec toi à ce niveau-là. Et ça me permettait aussi de faire que lui, il est arrivé à la bonne réponse, mais pas en tout par le bon chemin. Alors, ce que j'aurais pas vu si j'avais juste pris le résultat puis j'avais dit, il comprend, Jérémy. Mais non, il comprend pas, Jérémy. La façon qu'il m'explique la retenue, ça a aucun sens. Ça montre qu'il n'a pas compris le concept. Donc,
en laissant des traces comme ça par vidéo, par petites capsules. Puis c'est fou parce qu'il est en première année puis il est capable de me produire ça sur l'application qui s'appelle CISA, donc qui est un portfolio qui permet d'envoyer directement la capsule aux parents. Les capsules coup de cœur, moi, je les partageais à tout le groupe. Fait que c'était Jérémy, le pro de l'addition, qui expliquait ça à tout le groupe avec ses mots d'enfant, ce que j'aurais jamais été capable de faire. Et je trouvais que c'était vraiment bénéfique. Et comme prof, une chose que j'ai aimé, puis j'ai vraiment vu un intérêt, c'est que j'avais beau faire des rétroactions aux élèves, l'écrire sur leurs feuilles. Fait que j'ai commencé à faire des rétroactions verbales sur leurs évaluations, à les féliciter sur leur technique, et ces rétroactions-là qui étaient envoyées à la maison sous forme de petites capsules ou sous forme de conseils audio, qui n'étaient pas plus longs pour moi, mais le lendemain, c'est fou parce que je m'attendais pas à une telle efficacité, mais dès le lendemain, je voyais les élèves que j'avais félicités de façon orale en capsule, y appliquer le truc pour lequel je l'avais félicité. Puis je me suis dit, ça va un petit peu avec le lien d'attachement. Tu sais, leur professeur, il est tellement important pour eux qu'un commentaire écrit sur une feuille, bon, surtout en première année où ils savent pas nécessairement lire, ça vaut pas grand-chose. Tandis que leur professeur qui leur parle dans l'oreille le soir chez eux quand ils écoutent la rétroaction sur leur divan, mais ça fait plus écho. Puis le changement était vraiment marqué puis immédiat. Puis le réflexe s'est développé, c'est-à-dire que quand on voyait une nouvelle notion, puis même en première année, ils me disaient « Ah, Monsieur Jean-Baptiste, j'ai le goût d'aller faire une petite capsule peut-être pour les autres. » Fait qu'ils créaient eux-mêmes des capsules où ils exposaient leur métacognition aux autres avec leurs mots d'enfant, puis on pouvait les partager, tout ça. Fait que ce système-là qui a été implanté un petit peu par moi, mais qui a été géré puis alimenté par les élèves, a été vraiment efficace de façon inespérée, là, à mon sens. Là. Fait que là, quand je dis que je suis transparent puis je me laisse surprendre un petit peu par la technologie, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment les élèves qui ont porté ce petit concept-là de capsule, métacognition, d'explication aux commentaires audio, tout ça, ça a vraiment été porté par l'engouement des élèves. Là. Oui, puis un bel impact assurément sur l'estime de soi. Tu sais, souvent, c'est un problème avec lequel on est confronté. Les jeunes n'ont pas nécessairement de forte estime d'eux-mêmes. Je pense que là, il y a une belle façon de se valoriser, de développer leur estime d'eux-mêmes que de produire des trucs comme ça, puis de voir qu'ils peuvent aider des camarades, puis qu'ils vont impressionner leurs profs de cette façon-là aussi. Là. Oui, puis ça tombait bien parce que chaque élève avait une capsule où il était le héros. Ça tombait de même. Beau projet. Puis là, tu as mentionné CISA, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans le clavardage. Oui, ceux que ça intéresse, là, c'est bien ça. S-E-A-S-A-W. Oui, c'est bien ça. Puis en gros, c'est comme, on pourrait dire, un fil Facebook, mais protégé. Fait que c'est ultra sécuritaire pour les enfants. Tu crées une communauté qui est ta classe. Ils peuvent se partager des choses entre eux. Tu peux partager des choses à des élèves spécifiques. Puis ce qui est le fun, puis qui, à mon sens, est vraiment d'actualité en 2018-2019, c'est que les parents, s'ils le désirent, peuvent recevoir, et là, ils peuvent cocher ou non, mais ils peuvent recevoir en temps réel ce que tu publies. Donc, il y a des parents qui disent hey, « moi, j'aime ça, recevoir ce que fait mon enfant. » Fait qu'il était au travail, puis il disait hey, « cool, il vient de faire une petite capsule. » Il allait l'écouter, puis directement, il écrivait à l'enfant « Hey, wow, lâche pas, belle journée. » L'enfant, il est en cours, il est en train de recevoir une rétroaction positive de son parent. Puis des fois, quand on travaillait, on laissait le CISA affiché au tableau. Puis là, les parents qui faisaient « poup, poup », qui nous écrivaient. Fait que je trouve que, bon, c'est sûr qu'on aime tout ça, ouvrir nos portes aux parents puis qui rentrent, alors que c'est pas toujours facile, mais avec cette technologie-là, ça permet un petit peu de décloisonner notre classe puis de permettre aux parents de voir un petit peu ce qui se passe puis même d'interagir, ce qui est, à mon sens, ultra gagnant pour l'ambiance de la classe et pour la motivation de l'enfant. Drôlement intéressant, ça. Ouais. Drôlement intéressant le point que tu apportes par rapport à la place du parent. Maintenant, qui peut être nouvelle avec le tirant des technologies, le parent peut s'impliquer différemment. Puis il y a un accès beaucoup plus simple aussi à la classe, beaucoup plus facile à la classe. Là. Non, un très bel exemple. On avait une question dans le clavardage de Martin qui demandait est-ce que la motivation est la même garçon-fille? Ben, garçon, c'est sûr que tu sais, c'est dur à dire pour moi. Moi, je suis un prof gars. Fait que j'enseigne probablement comme un gars. Tu sais, qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas, mais tu sais, je sais qu'avec les gars, c'est toujours un bon lien. Je sais que les gars, peut-être de façon un peu plus intuitive, ils ont un intérêt plus marqué vers la technologie, mais tu sais, j'ai pas vu de filles qui... Tu sais, c'est ce qui est le fun avec la technologie, c'est que ça permet une créativité
qui permet de faire rentrer la personnalité des enfants dedans. Là. C'est sûr que si je leur disais, prends cette application-là, puis fais une capsule comme ça, ils n'aimeraient pas ça, mais choisis ton application, crée une capsule comme tu veux. Mais la fille va peut-être mettre des petits chats, puis des petites princesses qui arrivent. Les gars vont mettre peut-être des bâtons de hockey, mais ils vont être créatifs là-dedans. Fait que, pour moi, l'intérêt est similaire un petit peu pour les deux, là, mais il y a peut-être un petit sentiment intuitif pour les garçons qui sont comme, tu sais, le moment tablette, là, ils peuvent le voir arriver dans l'horaire peut-être de façon plus attendue que les filles. Là. Avec plus d'enthousiasme. Puis comme Martin le disait, ben, c'est le rapport qu'ils ont avec la technologie, généralement, les garçons. Là. Donc, et puis Julie Bélanger qui mentionnait ben, aussi par rapport aux parents, le sentiment de confiance que le parent va avoir envers l'école lorsqu'il y a un accès grâce aux médias sociaux, grâce aux différentes technologies. Il y a un accès, ben, nécessairement, il y a un sentiment de confiance plus grand qui peut se créer, tout à fait juste. Puis une autre question intéressante de Martin, puis que ben, j'aurais quasiment le goût de la poser à tout le monde. Là. Puis malgré que Lise, il y a des éléments que tu vas nous amener à la question qu'on vient de répondre, mais les autres intervenants, ils pensent quoi de ça? Dans vos écoles, les autres intervenants, de voir est-ce qu'il y en a qui ont une approche collaborative ou qu'il y en a qui vont peut-être avoir ça va leur faire peur, puis ils vont éviter ils vont plutôt s'éloigner de votre classe parce qu'ils ont peur ils veulent pas être contaminés. Comment se comportent les autres intervenants dans votre école? Ben, moi, je peux répondre en premier, peut-être, là. Oui. C'est pas facile à répondre pour les autres, en fait, là. Mais dans ma réalité, je dirais que des fois, je partage des projets, puis tu vas avoir un prof qui va faire comme « Hey, il faut que tu me montres comment ça marche, il faut que tu me montres comment faire ça, j'embarque 100 000 à l'heure. » Puis d'un autre côté, tu as des profs qui vont dire ben tant que moi, je ne saurais pas vraiment comment tout faire, il ne faut pas que mes élèves en sachent plus que moi, il ne faut pas qu'ils soient meilleurs que moi, je veux vraiment tout comprendre, sinon je ne le ferai pas. » Fait qu'on a vraiment un petit peu de ce que je vis, moi, en tout cas, là, les deux côtés, là. Le prof qui est pas prêt à lâcher prise face aux technologies, puis l'autre qui embarque 100 000 à l'heure. Là. Fait que c'est un petit peu ça que je vois, moi. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient rajouter quelque chose à cette sous-question? J'ai la chance d'œuvrer dans une petite école, une petite équipe qui se mobilise rapidement. Donc, c'est intéressant. Comme prochainement, on va être libéré toute une journée pour apprendre sur la robotique encore, des nouveaux outils, tout ça avec 2 conseillers pédagogiques. Puis, on veut vraiment faire un virage. Il va y avoir une brigade TIC, d'experts TIC d'élèves dans l'école, de mes élèves qui iront aider dans les autres classes. Donc, il y a comme une espèce de synergie d'école, là, c'est facile de les mobiliser, là. Puis nous avons toutes, je dis toutes parce que c'est des femmes, là, nous sommes des femmes, là. Toute une page Facebook professionnelle sur laquelle, bon, justement, les parents sont au courant de ce qui se passe dans nos classes. Comme la semaine dernière, là, c'était la semaine de la persévérance scolaire. Mais moi, ce que je remarque avec l'éthique, c'est que la diffusion est beaucoup plus facile. Donc, vendredi, il y a eu l'aboutissement où que je filmais chaque élève et l'élève nommait un élément qui l'aidait, lui, dans sa réussite. Puis souvent, c'était le parent. Donc, imaginez-vous, fait que c'était beau, c'était vraiment là, touchant. Là, les parents étaient contents de voir, ben merci maman de m'aider quand j'ai étudié. Puis bon. Fait que je trouve que ça fait une proximité classe avec les parents. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à la famille, puis aussi à l'équipe. Ben c'est sûr que faut pas non plus déranger les gens. Hein. Faut aller aussi. Nous, on y croit, faut pas se freiner par rapport aux autres. Mais en même temps, si on contamine un petit peu, c'est pas mauvais. Puis, c'est ça. Alors, c'est mon opinion là sur ça. Très bien, merci Denise. Et là, je demanderai à Lise par rapport à la question initiale qui nous a amené sur plein d'autres réflexions. Puis c'est ça que je souhaite aussi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, en quoi l'utilisation des technologies du numérique favorise l'apprentissage chez tes élèves, Lise? Bien, moi, je trouve que ce qui favorise vraiment l'apprentissage, c'est que mes élèves, ils sont vraiment dans une situation authentique d'apprentissage. Ils sont dans un contexte réel et signifiant. Pour moi, ça, c'est vraiment gagnant. Puis, cette génération-là, c'est pas des jeunes qui sont habitués. Ils aiment pas faire semblant. Ils aiment pas faire semblant de faire
Fait que, mettons, ils communiquent pour vrai en visio. Ils écrivent, ils savent que ça restera pas sur la feuille, que quelqu'un d'autre va le lire. Ben ça, c'est vraiment motivant pour eux. La même chose, tu sais, ils savent que s'ils écrivent quelque chose, les autres vont lire puis vont avoir des commentaires. Puis, avec le forum de discussion, là, je parle pour l'école en réseau aussi, là puis, je trouve que c'est comme une ouverture sur le monde, puis ça favorise vraiment là, l'apprentissage. Là. Puis comment on vit ça dans mon école? Bien, comme Denise disait, les gens, ils vont un petit peu là, à leur rythme, puis... tu sais, là, les gens on commence à être de plus en plus formés, puis tout ça. Il y en a qui sont réticents, il y en a d'autres qui vont à petits pas, puis ça se vit quand même bien, mais je pense qu'il faut respecter le rythme de chacun. Puis, comme on dit, on les aide, ils voient des choses des fois, puis là, ils viennent nous demander de l'aide. Puis, Attends pas, Sébastien. J'avais encore appuyé. Désolé. Merci, Michel, d'être mon gardien du micro, moi, le gardien du son. Donc, oui, l'ouverture, ce que j'allais dire, c'est ce que je retenais, c'est toute l'ouverture sur le monde que ça amène auprès des jeunes. Donc, c'est un élément extrêmement important et intéressant. J'irai à une prochaine question que j'adresserai d'abord à Audrey. Puis après ça, peut-être que si vous aviez des choses à ajouter, parce que c'est une question que je trouve intéressante, fait que s'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter des éléments à ça, les principaux irritants, les principaux obstacles dans l'intégration des technologies du numérique dans votre enseignement au quotidien? Bien, moi, je dirais que les principaux obstacles, ils changent presque au jour le jour, à mesure que j'en fais avec mes élèves, en fait. Là. Quand je commence une nouvelle année avec les élèves, ce qui devient difficile, c'est ils arrivent en 6e année avec un niveau de connaissance. Il y en a qui vont être super habiles, puis d'autres qui ont à peu près jamais touché à ça dans les classes avant ou même à la maison. Fait que j'ai mes super habiles qui deviennent un peu experts puis qui me permettent d'aider les autres, mais les autres, ils aimeraient ça en apprendre puis continuer un peu plus. Fait que le début de l'année est toujours un peu plus difficile au niveau de l'ajustement de ça. Puis après ça, bien, tantôt, je parlais de la responsabilité des élèves face à leur apprentissage. Bien, c'est sûr que quand que je leur donne un iPad dans les mains, je vois pas les 24 écrans en même temps. C'est sûr, j'en ai toujours qui vont s'amuser au début. Là. Ben, moi, je prends des photos, je fais des petites vidéos, puis je fais pas ce que j'ai à faire. C'est comme pas toujours facile à gérer le contrôle de ce qu'ils sont en train de faire. Mais, tu sais, il y a des applications qui existent pour que je pourrais valider qu'est-ce que les 24 élèves font avec leur iPad en même temps. Puis d'un autre côté, ben je travaille beaucoup sur la responsabilisation. Comme je disais tantôt, je veux qu'ils soient capables de le faire sans que je sois toujours sur leur épaule à surveiller ce qu'ils font. Puis le gros irritant que je constate un petit peu plus aujourd'hui, sans lien avec mes... Je regarde toujours ma classe comme s'il était assis là, mais il n'y a pas personne. Le gros irritant que je trouve, c'est que ça va vite, la technologie. Là. Tous les jours, là, si je fais une tournée d'Internet, il y a des applications, il y a des sites Internet, il y a une multitude de ressources qui apparaissent jour après jour. Puis, ça finit par demander du temps, puis de faire comme, oui, ça a l'air le fun, je vais l'essayer. Finalement, là, c'était pas efficace. Ça devient comme pas toujours facile de savoir c'est-tu bon, c'est-tu pertinent, ça va-tu être efficace, ça va-tu servir à quelque chose ou si c'est juste une nouvelle application qui va faire que c'est beau puis que ça n'a pas nécessairement de but, que ça ne mènera pas mes élèves plus loin, que ça ne fait pas plus que d'autres choses. Fait que ça va vite puis c'est pas toujours facile à suivre de voir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui va être moins pertinent. Là. C'est un petit peu ça que je vis. En ce sens-là, est-ce que tout est créé avec le temps, un réseau de collègues ou de partenaires, que ce soit à l'échelle provinciale, qui t'aident un peu à faire de la veille, qui t'alimentent, vous pouvez partager, ou que tu as l'impression souvent que ça repose beaucoup sur tes épaules? Bien, je dirais qu'à l'école ici, je suis quand même très techno versus les autres, mais oui, j'ai des collègues en réseau dans d'autres écoles. Plus tu es techno, plus c'est facile d'avoir un réseau qui vient de loin au final parce qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la classe à côté. Des fois, on va vérifier avec quelqu'un d'autre. « Hey, t'as-tu essayé ça? Oui, ça vaut pas la peine. » Ben, je passerai pas du temps là-dessus. Puis des fois, ben moi, je vais essayer ça. « Hey, vas-y, moi, je suis vendu. Embarque là-dedans. » Fait que la collaboration entre les profs, même de loin, permet un petit peu d'éviter des pertes de temps aussi là-dessus. Là. Avec quel réseau, essentiellement, vous réussissez à communiquer plus facilement? Bien, par Facebook, il y a tellement de groupes de profs selon les cycles, fait que c'est facile d'aller rechercher des gens qui sont dans les mêmes niveaux, puis
travaillent pour le même sens que nous autres. Là. Excellent. Merci, Audrey. D'autres personnes qui auraient des éléments à apporter au niveau des irritants, des embûches que vous pouvez vivre pour l'intégration des technologies dans votre classe? S'il y a des commentaires aussi dans le clave. Oui, vas-y, Jean-Baptiste. Je pousse un petit peu sur ce qu'Audrey disait. Un peu comme des cahiers d'activité, c'est pas évident. Puis surtout pour quelqu'un qui veut se lancer dedans, qui dit bon, je veux faire le pas, c'est pas évident de différencier des fois la belle application flyée, colorée avec des belles animations qui est motivante pour les enfants versus l'application pédagogique. Souvent, les applications sont bonnes pour donner des trucs, pour pas enseigner nécessairement les bonnes méthodes aux enfants, mais sont belles et sont attrayantes. Donc, c'est là que ça fait la différence entre je parque l'élève devant un iPad, puis il fait des multiplications en boucle, ou l'application qui montre vraiment c'est quoi la démarche de multiplication, pourquoi il y a une retenue qui se crée, pourquoi il y a. Donc, puis je comprends que pour quelqu'un qui dit bon, je me lance là-dedans, merde, par où je commence? C'est un océan infini d'applications, surtout que les gratuites sont pas nécessairement les meilleures. Des fois, les gratuites proposent juste une partie du programme, puis après, il faut que tu payes. Et le budget, moi, je trouve que c'est ce qui est irritant. Des fois, pour arriver à acheter des applications, c'est super complexe au niveau de la commission scolaire. Pour acheter des livres, du matériel, c'est super facile. Puis ce budget-là se transfère pas nécessairement en application. Donc, on est bon, les profs, pour patcher un peu à droite et à gauche avec les applications gratuites. Fait que va faire ce niveau-là dans l'application gratuite, mais arrête là parce que va faire l'autre parce que là, c'est plus adapté pour toi au lieu d'avoir l'application au complet qu'on pourrait acheter avec le budget puis qui serait durable dans le temps parce qu'on pourrait le garder d'année en année. Fait que pour moi, c'est surtout ce qui était irritant de se battre un petit peu à tout le temps acheter la dernière application, débloquer le budget pour ça. C'est ça. Ça serait ça pour moi qui serait irritant. Là. Merci, Jean-Baptiste. D'autres éléments? On avait Sarah, qui est du Maroc, qui mentionnait dans le clavardage que les principaux obstacles qu'on manque, c'est le manque de matériel puis le manque de formation au profit des enseignants pour une bonne intégration des technologies. Je me permettrai un commentaire éditorial de ma part qui dit que c'est pas mal la même chose ici aussi. Si je me trompe pas, vous êtes probablement pour la plupart formés vous-même parce que vous aviez de l'intérêt et de l'ouverture. Puis le matériel, vous avez probablement dû vous battre aussi pour aller chercher du matériel. Je pense pas qu'il est tombé du ciel dans votre classe. Je pense que la réalité est pas mal la même ici au Québec. Là. Est-ce que Lise, Denise, avez-vous des éléments à rajouter là-dessus? J'aurais une sous-question. Jean-Baptiste parlait de budget, puis je ne sais pas si vous allez avoir une réponse à ma sous-question, mais je l'attends quand même. On a eu l'annonce l'an dernier du plan numérique avec une enveloppe budgétaire rattachée à ça. Est-ce que vous sentez les impacts dans vos écoles, dans vos commissions scolaires du plan numérique qui a été annoncé? Est-ce que c'est palpable ou pas encore tout à fait? Ici, oui. Je ne peux pas parler pour les autres, là, mais moi, là, j'ai un chariot de iPad dans ma classe depuis le mois de novembre. Là, fait que c'est vraiment arrivé. Puis, à la commission scolaire, on se rend compte qu'il y a vraiment des sous. Là. Il y a des formations pour les iPads, des formations en robotique, des formations en programmation. On a eu de l'argent débloqué pour des congrès, pour des créacans. Fait ici, on s'en rend compte qu'il y a de l'argent arrivé et que ce n'était pas disponible avant. Là. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Je peux pas dire si c'est encore déployé dans toute la commission scolaire, là, parce que aux dernières nouvelles, il y avait des enseignants que je connais qui n'avaient pas encore rien reçu dans leur école, mais on se rend compte là, que ça rentre et qu'il y a des sous de plus. Là. OK. Fait qu'on a Julie qui dit que le matériel rentre depuis janvier. Est-ce que d'autres avaient des éléments à rajouter par rapport au plan numérique? Moi, j'ajouterais, il y a eu l'embauche d'un CP de plus pour le récit, pour donner des formations presque uniquement sur la robotique, parce que c'est un gros morceau, puis on n'a pas le choix de suivre le courant. Il y a eu des sous qui ont été donnés, alors faut vraiment les utiliser. Il ne faut pas que ça reste sur les tablettes. Alors oui, les écoles, les gens s'inscrivent. Moi, je fais partie du réseau TIC, donc même dans mon équipe, je vois qu'il y a un intérêt. Donc, lors de la dernière pédago, les profs sont venus dans ma classe, je leur ai montré ce qui se faisait.
ce qu'on pourrait peut-être commander pour avoir une flotte encore plus intéressante. Alors, le discours change. On n'a pas le choix. Puis oui, les sous sont là. OK. Excellent. On avait une question de Martin qui demandait si vous êtes satisfait des kits qui vous ont été proposés, justement dans le cadre du plan numérique. J'attends. Est-ce qu'il y a un micro qui va s'ouvrir? Oui, Lise. Oui, ben moi, je suis satisfaite. J'ai des Widow 2, puis j'aime bien. Puis aussi, il y a quand même assez d'ouverture. Là, j'ai une Sphero aussi que j'ai fait venir pour ma classe, mais tu sais, j'y vais graduellement aussi, là. Mais oui, moi, je suis satisfaite. Excellent. Très bien. Puis, la formation pour utiliser ces appareils-là, c'est vous-même ou qui pour utiliser ces outils-là? Vous êtes formés vous autres-mêmes? Il y a des offres de formation en ligne aussi sur le récit. Il y a plein de formations par rapport à tous les appareils. Alors, il y a des sous qui sont donnés. On peut demander à notre direction d'être libéré pour pouvoir écouter justement ces capsules-là, puis être à 2-3. Nous, on a déjà des rendez-vous là, par cycle qu'on va travailler. On va écouter des capsules, puis on va dans le fond. C'est intéressant. Il y a sous. Puis il y a aussi des formations qu'on peut aussi assister et on peut les faire venir aussi dans notre école. Alors, il y a plusieurs façons. Les sous, il faut le demander parce qu'il y a vraiment de l'argent pour la formation qui est déployée. C'est ça, comme Denise dit, c'est le cadre 21. Là, tous les vidéos sont en ligne, puis faut aller l'écouter. Nous, notre problème ici, c'est les suppléantes. Fait qu'on peut pas se regrouper beaucoup d'enseignants parce qu'ils peuvent pas libérer beaucoup d'enseignants, mais on a eu, c'est ça, on peut être libéré pour aller écouter les vidéos, pour se rencontrer quelques enseignants, mais c'est pas un cours, mettons, à grand déploiement, justement à cause du manque de suppléants. Oui, puis Jean-Baptiste complétait aussi dans le clavardage où il y a des ressources, des groupes Facebook, des ressources sur YouTube. Donc, il y a moyen de s'auto-former. L'information est accessible. Ça va même... J'ajouterais qu'il ne faut pas hésiter de s'informer à savoir si on peut être libéré, justement, même individuellement, pour pouvoir écouter ces capsules-là, parce que c'est du temps aussi. Une des contraintes, c'est justement l'appropriation. Il faut le prendre le temps. Oui. Très, très juste et pertinent, Denise. Merci, effectivement. Puis, on a Mylène qui vient de rajouter dans le clavardage le lien vers Cadre 21 qui vient d'être abordé où il y a de nombreuses formations. Donc, très bien. Puis, on a les récits aussi. Julie Bélanger va partager dans le clavardage le lien vers des formations ou des informations directement sur le récit. Donc, merci de ce partage. Et tout ça va m'amener à une avant-dernière question, parce que le temps file. Et là, on a parlé des irritants, et là, on a commencé on a bifurqué vers l'argent et tout ça, et tout ça m'amène les conditions gagnantes. Donc, quelles sont les conditions gagnantes lorsqu'on veut intégrer, qu'on veut réussir l'intégration des technologies, du numérique dans notre classe? Qu'est-ce que ça prend, que ce soit du soutien, l'appui et tout ça? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Donc, je commencerai avec Denise, puis j'aimerais aussi que les autres, là, si vous pouvez penser à des compléments d'information par rapport aux conditions gagnantes. Bon, bien, les conditions gagnantes, je partirais avec le réseautage. On a beaucoup parlé, mais c'est sûr qu'il faut se réseauter. L'isolement, là, ce n'est pas facile. Comme je vous disais, je me sens privilégiée, mais nous, on va avoir une journée de formation, toute l'équipe école. On va partir de là et on va déjà commencer à penser quel matériel on aimerait avoir l'an prochain. Et qu'on va déjà anticiper pour le plan 2, parce qu'il semblerait que le budget gouvernemental serait déployé sur 4 ans. En tout cas, nous, on veut voir venir, parce que l'année passée, ça a été très vite. On l'a su comme la veille, puis nous, dans notre école, on avait 12 000 $ à dépenser en, je vous dirais, peut-être 1h15. Alors, ça allait assez vite et la réflexion, on a fait confiance justement aux experts qui nous ont comme conseillé à notre commission scolaire. Alors oui, le réseautage, je vous dirais que si je parle aussi à titre d'enseignant, ça prend aussi un enseignant qui connaît son programme de formation, qui connaît ce qu'on doit enseigner, parce que ça pourrait être vu comme un plus. Si on est capable de l'intégrer, c'est parce qu'on connaît le programme, qu'on n'a pas l'impression qu'on perd notre temps, parce que sinon, ça peut devenir... faut pas... Les maths sont toujours là, le français, puis on l'intègre, ben oui. Alors ça, c'est, je vous dirais, être gagnante, c'est connaître son programme et avoir une bonne gestion de classe aussi. Parce que ça peut être énervant, un paquet de tablettes dans une école, là, dans une classe. Donc, il faut avoir une structure organisée, déployer ça dans sa classe avec une façon organisée, un encadrement.
Et ça, c'est gagnant. J'essaie de voir, puis c'est ça, c'est d'être curieux, puis de voir ce qui se fait, puis de prendre le temps, puis d'y aller, d'être content de ce qu'on a fait, puis d'accepter qu'on ne connaît pas tout. Puis que c'est pas parce que tel prof fait tel projet, puis ça a donc bien l'air bon, que moi, dans ma classe, avec mes projets, tu sais, il faut être satisfait de ce qu'on fait, il faut s'alimenter entre nous, mais il faut y aller aussi là, à notre rythme. Alors, c'est ce que je pense que pour être bien là-dedans, dans une zone de confort, puis ça peut juste être gagnant. Quand on voit les élèves qui sont motivés, ben regarde, ça nous donne le goût de continuer, puis de susciter l'intérêt. Effectivement, très, très important, intéressant. Puis il y a un élément, moi, qui me touche, c'est les réseautages. Je pense qu'effectivement, contrer, briser l'isolement, parce que vous êtes peut-être pas, vous êtes en région, probablement dans des petites écoles, donc vous pouvez des fois être 5-6 profs, vous n'êtes probablement pas toutes 5-6 bébites d'informatique et de technologie. Donc, il faut essayer de briser l'isolement pour aller se réseauter avec d'autres personnes à l'extérieur de vos écoles, de votre région. Je trouve ça très intéressant comme élément. Lise, Jean-Baptiste, Audrey, au niveau des conditions gagnantes, est-ce que vous avez des éléments intéressants à nous fournir? Ben, moi, je dirais qu'il faut aussi apprendre un petit peu à lâcher prise. Souvent, on essaie d'enseigner à nos élèves on ne sait pas toujours tout du premier coup. On va être là, on va t'accompagner, on va te le montrer. Puis, ben, il faut être capable d'accepter que des fois, au niveau d'éthique, finalement, c'est nos élèves qui finissent par nous en montrer. Il y en a qui ont des intérêts encore plus marqués. Moi, quand j'ai amené la programmation dans ma classe, j'ai un élève qui est parti en peur. Il en fait chez eux à la maison avec son père, finalement. Puis l'autre jour, c'est lui qui m'a ramené sur Scratch. Je me dit, hey, Madame Audrey, j'ai fait telle affaire. Puis j'ai dit, je sais même pas comment tu as fait ça. Fait que faut quand même être capable d'accepter que, ben, des fois, ils viennent meilleurs que nous autres là-dedans, là. Ça change la relation maître-élève. Hein? Ça la change. Je veux dire, ça amène une épice différente dans la relation maître-élève. Effectivement, où est-ce que l'enseignant est plus détenteur de tous les savoirs, puis ça doit être drôlement valorisant puis pour l'étudiant au niveau de l'estime de lui. Là, j'en parlais tantôt, puis ça ramène à ça. Là. Moi, je trouve ça valorisant pour moi aussi de voir que mes élèves ont été capables de se rendre là par eux-mêmes. Au final, là, je devrais peut-être pas prendre cette valorisation-là parce que ça vient pas juste de moi, mais d'avoir réussi à les faire avancer puis qu'ils continuent tout seuls sans qu'ils soient toujours besoin d'être accompagnés. Là. Je trouve ça vraiment le fun de les voir avancer, là. Même s'ils deviennent meilleurs. Pour faire du pouce sur ce qu'Audrey dit, quand on accepte ça puis qu'on a cette ouverture-là, mais notre rôle d'enseignant change. On devient plus un guide, puis on les accompagne. Puis comme Denise disait, on connaît bien notre programme, puis avec ça, on est capable de les diriger vers ce qu'on veut. Mais notre rôle d'enseignant change vraiment en ayant cette posture-là. Effectivement. Bien intéressant. Tout à fait, tout à fait. D'autres choses, j'essaie de voir dans le clavardage. Donc, on change les pratiques pédagogiques, faire émerger les passions, oui, absolument. À notre rythme et à notre couleur. Ça aussi, c'est très juste et pertinent. Une dernière question en terminant, qui va avoir un tour de table, où ce que les quatre, je vais vous inviter les quatre à répondre. Vous êtes des passionnés, vous êtes des gens de projet, vous avez sûrement prévu développer, faire autre chose. Si vous aviez à nous parler des balbutiements d'un prochain projet, qu'est-ce que vous aimeriez? Pas nécessairement quelque chose qui est déjà enclenché, ou c'est tant mieux si ça l'est, mais même si ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme prochain projet? Donc, un projet entamé qui s'en vient ou un projet que vous souhaiteriez entamer bientôt. Puis, on pourrait, je vais y aller au hasard, Jean-Baptiste. OK. J'ai différents projets. C'est pas les projets qui manquent. Une chose que j'ai, puis là, peut-être ça va aboutir, peut-être que non, c'est je tripe vraiment sur la littérature jeunesse. Je tripe vraiment sur l'éthique, l'informatique, tout ça. Et des fois, je trouve qu'il y a une coupure entre les deux. Il y avait Denise qui avait fait un beau projet que je trouvais vraiment intéressant tout à l'heure. Et je vois les jeunes aller avec l'intérêt qu'ils ont sur YouTube, sur les YouTubeurs, tout ça, cette façon-là de leur parler, on dirait ils s'attachent beaucoup à ça. Fait qu'en tout cas, je mijote une espèce de projet, de créer des espèces de petites capsules sur YouTube pour faire la promotion de littérature jeunesse, donner la parole aux jeunes pour qu'ils parlent de livres.
Je l'ai faite cette année sur les mathématiques. On a montré des capsules aux parents sur la lecture, pardon, sur comment intéresser les enfants à la lecture. Puis j'ai monté les capsules vraiment de version YouTube, là, très dynamique, rythmée. Puis les parents ont vraiment aimé ça. Ma grande surprise, les enfants ont aimé ça aussi. Surtout les acteurs qui ont joué dedans ont été les vedettes de l'école pendant quelques jours. Mais ça m'a donné l'idée de dire, ah ben, crime, c'est un médium vraiment actuel pour rejoindre les jeunes. Et sur YouTube, ça fait des années que je fais des capsules pour faire de la classe inversée. Donc, j'explique les notions aux élèves de façon un peu humoristique, dynamique. C'est très première année, premier cycle, là, mais puis j'envoie ça aux enfants une semaine d'avance. Ils écoutent la capsule autant de fois qu'ils veulent. Puis je me suis rendu compte que, ben, comme le principe de la classe inversée, quand c'est le temps d'aborder la notion, pour la plupart, c'est déjà acquis, fait qu'ils peuvent partir en travail. Puis pour les autres, ben, ça me permet de consolider tout ça. Donc, passer par le vidéo, passer par YouTube pour aller rejoindre les jeunes et mélanger ça avec ma passion de la littérature jeunesse, il y a quelque chose qui est en train de germer là, à ce niveau-là. Fait à suivre sur YouTube. Ton micro est fermé, Sébastien. Ouais, j'ai pas entendu, mais ça avait l'air gentil. Encore une fois. Ouais, encore une fois, mon micro était fermé. Non, ce que je disais, c'est que bien, j'ai bien hâte je te souhaite que ce projet-là évolue bien, puis tu pourras venir nous en reparler dans 1 an ou dans 2 ans, lorsque le projet sera à terme. Ça sera intéressant de voir les conclusions, où est-ce que ça t'aura amené. Merci, Jean-Baptiste. Lise, à ton tour, un projet qui s'en vient. Bien, moi, j'aimerais l'année prochaine refaire des cercles littéraires en réseau parce que j'en ai déjà fait les autres années, mais pas cette année. Fait que celui-là, je voudrais le refaire. Puis là, je suis en train de bâtir un projet. Je fais les démarches là avec. Ça serait plus un projet sur la biodiversité marine en lien avec l'environnement. Puis mon invité, ça va être Mario Cyr là, des îles de la Madeleine. Là. Fait que tu sais, ça va partir d'une capsule de lui. Puis je vais mêler la littératie avec le classique 20 000 lieues sous les mers. Je vais faire la programmation Scratch avec des scènes dans l'eau, puis de l'animation 3D. Je suis en train là, de bâtir mon projet là, pour pouvoir le présenter l'année prochaine, puis le faire en réseau là, avec d'autres classes. Excellent, très intéressant. Merci, Lise. Denise? Oui. Lise, je pense je vais peut-être te lancer une invitation. Moi, je suis originaire des îles de la Madeleine, puis j'ai fait venir Mario Cyr dans mon école l'année passée. Je me suis mise en contact avec les productions J, puis il est venu dans notre école de maternelle à 6e année, il nous a parlé pendant 2 heures. Alors, ton projet m'intéresse déjà. Alors, je te lancerai un petit coucou. Alors, le projet que j'ai présentement, je le fais pas là, mais je le mets en place cette année. C'est une brigade, comme je vous disais tout à l'heure, une brigade d'experts formés d'élèves de ma classe qui vont pouvoir aider les autres élèves de l'école pour l'appropriation de la robotique dans mon école. Puis je vous dirais aussi comme projet, c'est bien sûr que les montants qui seront déployés, de justement là, bien les utiliser, puis vraiment faire en sorte que dans notre école, qu'on organise même physiquement là, un lieu où qu'on puisse faire de la robotique de façon aisée, là, parce que c'est pas toujours facile, là, ça peut être une contrainte ça aussi. Là. Alors c'est vraiment un projet que j'ai. Continuer comme Jean-Baptiste, la littérature jeunesse, c'est sûr. J'adhère à chaque année à École en réseau et à chaque année, on bâtit une trousse littéraire qui nous amène avec l'utilisation des technologies. Donc, j'ai plusieurs petits projets en cours. Excellent. Ben, merci beaucoup, Denise. Et finalement, Audrey? Là, les 2 projets qui s'en viennent prochainement, tantôt je disais que je faisais du montage vidéo avec mes élèves. J'ai comme eu une demande du service de garde qui veulent se monter une publicité. Puis après ça, là, mon directeur m'a dit « ça serait le fun de faire une vidéo pour que les élèves présentent le projet éducatif de l'école. » Fait que j'ai ça qui s'en vient. Sinon, la semaine dernière, j'ai assisté à un créacamp à Lévis avec un atelier sur les fake news. Fait que c'est un projet pour le secondaire, là, mais que je vais essayer de réadapter un petit peu. Je vais la travailler au niveau de l'éthique. Là. Qu'est-ce que c'est une fake news? Qu'est-ce que ça amène? Pourquoi on les fait? Pourquoi on ne devrait pas les faire? Puis, je vais montrer à mes élèves comment aller changer le code d'une page pour le faire apparaître dans un journal, dans le fond. Fait qu'ils vont créer un récit qu'on va faire apparaître dans une page de journal pour eux autres. Là, on s'entend qu'on ne change pas le code source de la page. Il n'y a personne d'autre que nous qui va le voir. Là. Mais c'est un petit peu là-dedans que je m'en vais après la semaine de relâche. Ben, bravo, très bien. Merci beaucoup.
Ça fait le tour de notre banque de questions pour cette table d'échange. Je ne sais pas si des gens qui sont présents avec nous auraient des questions, des commentaires. Le clavardage est toujours ouvert. S'il y en a qui voudraient prendre la parole, libre à vous de lever la main. Pendant que j'attends, effectivement, là, je vois des wow, des inspirants. Oui, je vous lance, je vous dirais la même chose. Wow, vous êtes inspirant. C'est possible que votre boîte de courriel se remplisse dans les prochaines semaines. On parlait de réseautage. Probablement que des gens vont vouloir vous avoir dans leur réseau. Soyez prêts à ça. Donc, vraiment, vous êtes des passionnés. Ça, c'est une des premières choses qui me marque. Vous êtes des passionnés, puis vraiment, je vous dis bravo. C'était fort intéressant. C'est un partage qui était très riche. J'espère que les personnes présentes ont autant apprécié que moi les échanges que nous avons eus. Donc, les commentaires sont très intéressants. Donc, merci de vos partages, de votre passion, ça m'inspire. Fort probablement, vous en avez inspiré plusieurs. Donc, vous avez certainement, à votre façon, fait avancer un peu plus l'intégration du numérique au niveau du secteur jeune cet après-midi. Et ceux qui auront l'occasion de revisionner dans les prochaines semaines auront certainement aussi auront un partage, beaucoup à apprendre de ce que vous avez à partager. Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, ça terminerait notre table ronde, notre table d'échange pour cet après-midi. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent et surtout merci à nos panélistes. Vous avez été très généreux de votre temps et de partager vos expériences. Ce fut extrêmement apprécié. Et on a un prochain sujet dans le clavardage qui dit comment inspirer des élèves en grande difficulté au secondaire. Effectivement, c'est tout un chantier, toute une réflexion qui mériterait au moins un autre 90 minutes de tour de table. Donc, merci à vous tous.